La raison pour laquelle ça décrit un modèle d'onde, c'est parce que le photon n'est pas une particule, mais une probabilité de distribution. Le photon a simplement la probabilité de se trouver à un certain endroit. Donc, le photon passe par les deux fentes, car il a la possibilité de passer par l'une ou par l'autre. Quand je dis par les deux fentes, c'est vraiment le cas, puisqu'on peut voir derrière le dessin d'une onde. Quand les physiciens ont vu cela, ils ont été confus et ont donc décidé d'expérimenter pour voir à travers quelle fente le photon passait. Ils ont donc mis un appareil au-dessus de chaque fente pour voir si, sous cette fente, un photon passait. Et lorsqu'ils ont fait cette mesure, le photon est passé uniquement à travers une seule fente. Mais cette fois-ci, l'écran n'affichait plus un modèle d'onde, mais un modèle de particules. Ils se sont dit « Waouh, ça change le résultat de l'expérience si on regarde par où passe le photon. » Quand je dis « regarder », je veux dire mesurer où il passe. Ils se sont dit « c'est peut-être l'équipement qui influence le résultat, on va donc éteindre l'appareil de mesure. » Donc maintenant, le système est toujours en place, mais plus rien n'est enregistré par l'appareil. Et lorsqu'on fait cela, on a de nouveau un modèle d'onde qui apparaît sur l'écran de contrôle. C'est ça l'expérience de la double fente. Ceci a engendré la dualité onde-particule, car on ne sait pas si le photon se comporte comme une onde ou comme une particule. La réponse, c'est qu'il se comporte comme les deux. Si on mesure, il se comporte comme une particule, et si on débranche l'appareil, il se comporte comme une onde. Les physiciens se sont demandé, mais qu'a à voir la mesure dans tout cela? Quel est le problème? La mécanique quantique a bouleversé la physique. On a appelé cela le problème de la mesure. Avec ce phénomène sont apparus d'autres problèmes, comme l'intrication et d'autres phénomènes curieux pour les physiciens. Il y a beaucoup d'interprétations sur pourquoi ça fait cela et ce que cela veut dire. Ça a commencé à intéresser beaucoup de scientifiques dans les années 20 et 30, et on s'intéresse toujours beaucoup à ce problème. On a fait très peu de progrès depuis. Il y a eu plein de théories sur l'impact de ce phénomène et de son implication pour la science, mais ces préoccupations n'intéressent qu'une très petite partie des scientifiques. Je vais vous exposer quelques-unes des théories, l'interprétation de Copenhague, qui dit que lorsqu'une particule a la probabilité d'être dans différents états, cela veut dire que lorsqu'on la mesure, sa valeur est définie par le hasard. Une autre interprétation est de dire que lorsqu'on regarde le photon avec notre conscience, il s'effondre en une particule. Quand je dis qu'il s'effondre, je veux dire que c'est une onde qui devient un chiffre précis. Une autre théorie dit que l'état de la particule dépend de l'historique de la particule, de ce qui s'est passé avant. Il y a aussi la théorie de David Deutsch, chercheur dans les mondes parallèles. Pour lui, chaque probabilité d'état de la particule existe dans un monde parallèle. On ne voit donc que l'état de la particule dans notre univers. Mais tous les autres états de la particule coexistent en même temps, mais dans d'autres dimensions. Le problème, c'est que les électrons ont des milliards d'états et que ça fait beaucoup d'électrons et beaucoup d'univers parallèles. On a donc un problème avec cette théorie, ainsi qu'avec la théorie de Copenhague, car la théorie de Copenhague dit que les choix sont faits au hasard, ce qui crée deux problèmes. Le premier, c'est que tout l'univers dans lequel on se trouve a été créé entièrement par hasard. De plus, cela veut dire que si on répète la même expérience deux fois, on aura deux résultats différents. Et les physiciens n'aiment pas ça non plus. Il n'y a donc aucune de ces théories qui est épargnée par des problèmes.
Il y a aussi la théorie des Many Minds, qui rassemble la théorie de l'onde qui s'effondre en particules et des mondes parallèles, sauf que les mondes parallèles ici ne seraient que dans le mental. Alors je ne m'attends pas à ce que vous lisiez ceci. Ce sont 13 explications de la mécanique quantique. Il y en a encore 13 autres que je n'ai pas affichées ici. Il y a énormément de théories à ce sujet. Et sur le dessus du tableau, vous avez différents éléments figurant dans ces interprétations. Par exemple, est-ce que l'observateur joue un rôle? Est-ce qu'il existe des mondes parallèles? Est-ce que l'onde s'effondre? Ce sont tous des termes physiques avec lesquels on travaille. Mais ce que je vous demande de regarder, c'est le patchwork général. Il y a un peu de ceci, un peu de cela. Mais personne n'a vraiment d'idée. Ça reste un grand mystère. À côté de cela, il existe d'autres grandes interprétations avec Edward Fredkin, qui a créé Digital Physics. Il a publié 2 articles importants, Nouvelle cosmogonie et Nature finie. C'était un physicien très influent qui a travaillé au MIT. Et sa conclusion a été que la réalité est une simulation par ordinateur. Il a fait une publication à ce sujet qui n'a pas été très bien reçue par les scientifiques, mais il a un gros background scientifique. C'est pour cela qu'il a eu le courage de faire ça. En gros, il a dit que notre réalité était virtuelle. Le temps et l'espace sont donc digitales et sont de l'information. Il a aussi dit que comme le système ne peut pas se programmer par lui-même, il a donc dû être programmé ailleurs entre guillemets. Il a donc dit que notre monde était créé dans une autre réalité, en dehors de notre réalité physique. On doit donc définir ce qu'est une réalité non physique. C'est simplement ailleurs, pas dans notre réalité, en dehors. Tout ce qu'il y a en dehors de notre univers. Si c'est ailleurs, c'est donc créé dans un endroit non physique. Même si on parle parfois d'autres réalités physiques, ce n'est pas physique, c'est un abus de langage. Ensuite, il y a Nick Bostrom. Il a obtenu un doctorat à la London Economic School. Il est maintenant à Oxford et il est passé par Princeton. Il a aussi été gradué comme physicien et philosophe et il a écrit une publication « Vivons-nous dans un ordinateur virtuel ». Il a essayé de répondre à la question de façon logique et il a répondu qu'il était impossible de dire si c'était impossible ou non. Ensuite, il a écrit qu'il était peu semblable. Ensuite, il a écrit qu'il était invraisemblable de penser que c'était invraisemblable. Il a alors conclu qu'on vivait tous, vraisemblablement, dans une simulation, et que celle-ci a dû être créée en dehors de notre monde physique. Ici, nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques, l'expérience de la double rainure. Pour comprendre cette expérience, d'abord nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple, vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes.
Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé... Peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilités, passe par les deux rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les deux rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des deux rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Bille ou vague? Et des vagues de quoi? Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard.